Pologne, l'assistance militaire entre amis, un document sur la présence soviétique. Élection présidentielle, c'est officiel, il y a 10 candidats. Navette spatiale, météo favorable, lancement comme prévu demain. Football, le doute s'installe chez les Nantais. Madame, monsieur, bonsoir. 7 morts, 50 blessés. C'est le tragique bilan d'une série de carambolages qui ont eu lieu ce matin sur l'autoroute du Nord à la hauteur d'Arras. Le brouillard très épais et aussi l'imprudence de certains conducteurs sont à l'origine de ces accidents. L'autoroute a été fermée une partie de la journée. Ce n'est pas la première fois qu'une telle hécatombe se produit sur l'autoroute du Nord. Déjà en 1972, une collision avait fait 12 morts. Depuis, l'autoroute a été équipée en dispositifs lumineux et anti-brouillard et sa vitesse limitée les jours de brouillard. Mais cela n'a pas suffi à empêcher les événements tragiques de ce matin. John Young et Robert Crippen, ce sont les noms des 2 astronautes qui piloteront demain la navette spatiale américaine et qui sont arrivés au centre de Cap Canaveral. Le départ est toujours prévu demain à 13h50, heure française, si tout va bien. La rédaction d'Antenne 2 vous présentera d'ailleurs en direct le départ de ces 2 astronautes. En attendant, les derniers préparatifs commentés par Georges Leclerc. L'équipage de la navette se compose de 2 astronautes de carrière, le pilote et le commandant de bord. Ils sont assis tout à fait en haut devant les hublots qui font face à la direction de lancement. Ils arriveront dans la navette spatiale par la petite passerelle que vous voyez ici. Ils pénètrent et vont s'asseoir, s'installent dans des sièges normaux, ils se sanglent. Operation. The vehicle is tremendously complex. It has a lot of reliability. La navette, c'est finalement un avion cosmique très compliqué, bourré d'ordinateurs, nous dit John Young, vétéran de l'espace avec 4 vols dont une marche sur la Lune. Depuis longtemps, avec son coéquipier Bob Crippen, un bleu de l'espace, lui, il rêve à ce vol de la navette. Il nous dit que c'est un engin fantastique. Parmi ses missions, la navette pourra récupérer en vol des satellites en panne grâce à son bras articulé. Ou encore, de la même façon, il pourra se transformer en chasseur de satellites ennemis, et cela, les soviétiques le redoutent beaucoup. Bref, politiquement, la navette est très importante. L'Amérique compte sur elle pour retrouver la suprématie dans la course à l'espace. Premier décollage prévu, si tout va bien, demain à 13h50 sur Antenne 2. C'est officiel, M. Léonid Brejnev rencontrera à Bonn le chancelier ouest-allemand M. Schmidt dans les mois qui viennent. Il fera peut-être aussi un séjour à Paris, mais il s'agit là vraiment d'un conditionnel. À Bonn, on a aussitôt tenu à préciser que ce voyage aurait lieu que si rien ne venait aggraver la situation internationale. Allusion bien sûr à une éventuelle intervention soviétique en Pologne. Intervention que le ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères a aujourd'hui implicitement exclue dans l'immédiat, mais il a refusé de s'engager pour l'avenir. On a beaucoup polémiqué sur la réalité de la présence militaire soviétique sur le territoire polonais. Pour la première fois, grâce à ce document que nous nous sommes procurés, Antenne 2 est en mesure de montrer la vie quotidienne des soldats soviétiques dans une ville à 400 km au sud-ouest de Varsovie, dans une région que vous voyez sur cette carte proche des frontières de Tchécoslovaquie et d'Allemagne de l'Est. Une zone stratégique de première importance pour les troupes du pacte de Varsovie. Des images filmées dans des conditions difficiles, certes, mais qui témoignent tout de même. Sépia, tout est sépia, de la sculpture au bâtiment. Même l'atmosphère rappelle ces cartes postales jaunies de l'entre-deux-guerres. C'est ici, derrière ces murs, qu'est installé l'état-major des forces soviétiques qui couvre toutes les frontières communes entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Sans ironie, on a baptisé en 1945 cette place, là, celle de l'amitié russo-polonaise. Vert comme le printemps des buissons, vert soviétique les capotes de ces 3 officiers. Les 2 nuances de vert ne sont pas porteuses du même symbole. Capote guindée et bottes cirées, ce sont les officiers des armées soviétiques en promenade, dans le parc de Leninsta. Mépris, indifférence, mais curiosité quand même, les Polonais ne peuvent s'en priver. Les Russes, ils sont là, posés comme des pièces rapportées. Ils vivent une autre vie que celle des Polonais. Un policier militaire, matraque en bandoulière, attend la faute improbable, impensable de l'un de ses officiers, vraiment bien discret.
très curieux quotidien, presque surréaliste de ces hommes aux casquettes, où il faut être supérieur dans le grade d'officier pour pouvoir déambuler seul, avec une fleur à la main, dans un univers en filigrane inhospitalier. Appartenance au pacte de Varsovie, mais dépendance économique, la voiture, cette voiture est là pour le rappeler. Elle est fabriquée du côté de Moscou. Elle est la fierté de leur industrie automobile. Tout à coup, lorsque exceptionnellement on croise l'un d'entre eux en famille, on est obligé de reconnaître qu'ils n'ont rien de robotisé. Pas loin, à quelques kilomètres du centre, l'une des plus grandes bases aériennes soviétiques, les hélicoptères couleur argent, sont là, pâle pendante, signification d'une mollesse qui ne trompe personne et surtout pas les Polonais. On murmure ici en polonais avec quelques accents de solidarité que l'Union des républiques socialistes a profité de la fermeture de l'espace aérien le 28 mars dernier pour renforcer sérieusement un potentiel militaire que l'on déclare officiellement ici formé de 2 divisions seulement. Mirador et barbelé, voilà quelques images douce amère d'une présence étrangère stationnée là sur une terre qui a connu, en d'autres temps, tant d'atrocités. La presse polonaise d'aujourd'hui estime que le pays a besoin de 2,61 milliards de dollars de crédits nouveaux pour acheter des produits alimentaires dans les pays capitalistes cette année. Pendant ce temps-là, la Commission des communautés européennes a annoncé aujourd'hui qu'elle n'envisageait pas, comme l'avait demandé la France, d'ouvrir une adjudication pour la vente de blé à l'Union soviétique. La France voudrait en effet exporter 600 000 tonnes de blé vers les pays de l'Est. C'est le Conseil des ministres européens qui, en définitive, tranchera. Une vingtaine de blessés de la ville de Sahlé au Liban, assiégée par les Syriens, ont pu être évacués aujourd'hui par la Croix-Rouge. Mais les bombardements sur la ville chrétienne ont repris cet après-midi. Toutefois, dans l'ensemble, le dernier cessez-le-feu, aussi bien dans le nord du Liban qu'à Beyrouth, semble mieux respecté que les précédents. Le président Reagan n'a plus de fièvre, c'est ce qu'indique son dernier bulletin de santé. Son retour à la Maison-Blanche est toujours prévu pour la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Madame Thatcher, le Premier ministre britannique, en a assez d'être considérée comme la brebis galeuse de la communauté européenne. Elle estime n'avoir de leçons à recevoir de personne en matière d'esprit européen. Cette réflexion s'adresse surtout, sans qu'elle l'ait vraiment nommé, à M. Giscard d'Estaing, qui, dans un récent article au journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, laissait entendre que l'entrée de l'Angleterre dans la communauté avait été une erreur. Cela nous amène directement à la campagne présidentielle en France. Jour J-17, vous venez de le voir, on connaît maintenant les 10 candidats qui participeront au premier tour de l'élection présidentielle. Monsieur Roger Frey, le président du Conseil constitutionnel, en a fait l'annonce officielle cet après-midi, entouré des 8 autres sages du Conseil constitutionnel. La liste paraîtra demain, officiellement, au journal officiel. Monsieur Frey, cet après-midi. Voici maintenant la liste des candidats, telle qu'elle vient d'être arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans l'ordre déterminé par voie de tirage au sort. Mademoiselle Arlette Laguiller, Madame Marie-France Garot, Monsieur Michel Crépeau, Madame Huguette Bouchardot, Monsieur Brice Lalonde, Monsieur François Mitterrand, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur Georges Marchais, Monsieur Michel Debré, Monsieur Jacques Chirac. Dans cette liste, il manque 3 noms plus connus que d'autres. Monsieur Le Pen, qui a déjà déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Monsieur Gauchon, un autre candidat d'extrême droite, qui appelle à voter Marie-France Garot, ou pour monsieur Jacques Chirac. Et puis enfin, monsieur Alain Krivine, qui lui aussi est exclu de cette liste. Monsieur Krivine était le leader de la Ligue communiste révolutionnaire. Dans cette campagne, c'est désormais la guerre ouverte des sondages. Elle couvait depuis un moment, elle a franchement éclaté hier soir avec la publication de 2 sondages contradictoires donnant pratiquement avec les mêmes pourcentages, l'un la victoire de M. Mitterrand, l'autre la victoire de M. Giscard d'Estaing. S'en sont suivies des protestations de l'UDF,
des réactions de l'entourage de M. Jacques Chirac et la décision du quotidien Le Figaro de ne pas publier un sondage Sofres qui devait paraître demain, Alain Duhamel. Oui, quand on voit ce qui se passe, effectivement, on ne peut pas être satisfait parce qu'il n'est pas normal que deux instituts utilisant les mêmes techniques, avec des échantillons de même taille, en gros à la même époque, enfin même à très peu de jours près, donnent des résultats qui sont contradictoires pour le second tour et d'assez grandes différences pour le premier. Effectivement, c'est un problème. De même, il n'est pas satisfaisant qu'un sondage qui a été fait dans des conditions normales ne soit pas publié, même si c'est pour échapper à la polémique qui existe. Ça n'est pas sain. Bien, alors, on peut peut-être se demander comment on fait un sondage et on peut peut-être s'étonner aussi de la manière dont on s'aperçoit qu'on ne fait pas les sondages de la même façon, finalement. Oui, alors... D'abord, si j'étais un peu hypocrite, je pourrais dire que ce qui est tout de même satisfaisant, c'est que pour l'instant, au moins jusqu'à présent, tous les sondages, sans aucune exception, ont donné pour le premier tour, dans le même ordre, les deux premiers candidats, c'est-à-dire en l'occurrence Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Mais, je le répète, ce serait un peu hypocrite parce que ce serait passer à côté de vrais problèmes qui existent. Bon, en réalité, on sait que pour qu'un sondage soit sérieux, il faut que les questions soient faites convenablement, ça c'est assez facile. Il faut que l'échantillon soit bien constitué. Il faut que la date ne soit pas trop ancienne, parce que plus le sondage vieillit, et moins il est vrai. Et puis il faut naturellement que le commentaire soit équitable. Alors en revanche, on sait qu'il y a un certain nombre de dangers pour les sondages. On sait qu'il peut y avoir de mauvaises questions. On sait qu'il peut y avoir des échantillons qui sont mal constitués. On sait qu'il peut y avoir des biais, parce qu'on est obligé quelquefois de redresser. Par exemple, on a quelquefois tendance à sous-estimer l'électorat communiste, donc on le redresse. Il ne faut pas le faire trop. Mais en revanche, on a quelquefois tendance à surestimer l'électorat socialiste. Il faut qu'on redresse. Il ne faut pas non plus le faire dans des proportions inexactes. Tout ça est dangereux. Alors, il y a d'autres biais d'ailleurs qui sont possibles. On peut envoyer trop de cartes, ou bien on peut... Mais oui, c'est ce que j'allais vous demander, Alain. Est-ce qu'on peut carrément tricher ? On peut, je veux dire, on peut toujours. Cela dit, maintenant, il y a quand même une commission qui exerce un contrôle. On peut tricher. Disons que pour qu'un sondage soit bien, il faut, dans l'idéal, 1, que les questions soient convenables. 2, que l'échantillon soit bien constitué. 3, que ce soit quelque chose de répétitif, c'est-à-dire que rien ne vaut la comparaison d'une série du même institut. Bon, et puis 4, que le commentaire soit honnête. Bien, enfin, l'influence sur les électeurs, est-elle réelle ? Oui, c'est bien d'ailleurs pour ça que ça pose un problème. Je dirais que d'un côté, on ne peut pas se priver des informations données par les sondages, puisque les sondages sont des informations qui sont irremplaçables, que d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une influence. Cette influence, au fond, elle est de deux natures. D'une part, ça crée une mobilisation chez les électeurs, et puis d'autre part, sur une marge, mais une marge qui est importante, bien sûr, d'autre part, ça peut avoir une influence. Alors, cela direct, sur les comportements électoraux. Cela dit, il faut reconnaître aussi que cette influence peut être contradictoire. Par exemple, si quelqu'un est donné en tête, les uns peuvent dire « Ah puisqu'il est en tête, on va lui donner une leçon », et d'autres peuvent dire « Comme il est en tête, on peut avoir envie de voter pour lui ». Les effets peuvent s'annuler. Voilà, alors cela dit, il y a des effets, et à partir du moment où il y a des effets, il faut veiller à ce que les sondages soient exacts, c'est d'ailleurs le moins qu'on puisse demander. Il y a un sondage tout de même, Sofres, pour le Forum de l'Expansion, celui-là. 72% des patrons estiment que M. Giscard d'Estaing a le plus de chances d'être élu, bien que 53% des personnes interrogées, des patrons interrogés, pensent que sa politique économique et sociale a eu des effets plutôt négatifs sur leur entreprise ces 7 dernières années. M. Defer, au nom du Parti socialiste, a saisi le Conseil constitutionnel, lui, à propos du déroulement de la campagne présidentielle, tel qu'il en est rendu compte à la radio, sur les radios périphériques et à la télévision. M. Debray estime, lui, que la campagne officielle qui va enfin s'ouvrir va lui permettre d'être traité sur un pied d'égalité avec les candidats qui disposent de moyens financiers plus importants que les siens. M. Chirac, lui, était à Lyon aujourd'hui, où il a rencontré les jeunes, puis il s'est adressé aux personnes âgées. Il a proposé principalement d'achever la mensualisation des retraites et de dispenser de l'impôt sur le revenu les personnes âgées dont les ressources ne dépassent pas 5 000 francs. Qui libérera, qui exonérera de l'impôt un nombre considérable de personnes âgées actuellement assujetties et qui mettra fin à l'iniquité qui consiste à faire payer un impôt sur le revenu à des retraités qui ont des ressources parfois inférieures au SMIC dans le monde où nous vivons, et compte tenu du coût de la vie comme des frais propres à la vie des personnes âgées, en particulier les frais liés à la santé, au minimum de confort, au logement, il n'est pas équitable d'exiger un impôt sur le revenu des personnes qui ont moins de 5 000 francs par mois pour vivre, alors qu'il s'agit pour l'essentiel de retraites ou de pensions qui ne sont en définitive que le remboursement d'une épargne volontaire ou organisée, et non, bien entendu, des revenus qui sont liés à la possession d'une fortune.
Monsieur Mitterrand, lui, était dans la région de Laval, en Mayenne, aujourd'hui, pour s'entretenir avec des agriculteurs. Il a visité une ferme et il en a profité pour expliquer les positions des socialistes en matière agricole. Bernard Pradier. Voici M. Gauthier et sa famille accueillant M. Mitterrand, venu entendre cet agriculteur de la Mayenne lui parler de son élevage. Ça, c'est 3 enfants, 2 petits. Et il y en a combien? Pour M. Gauthier, il est difficile de produire car ses investissements coûtent cher et l'achat de sa ferme l'a obligé à beaucoup emprunter. M. Mitterrand, tout en visitant la ferme, rappelle les propositions socialistes pour l'agriculture. 15% d'augmentation des prix européens, réorganisation des marchés, garantie du revenu des agriculteurs. Il faut que les agriculteurs français s'adaptent aux conditions de la concurrence internationale, mais cela peut prendre du temps, et c'est pourquoi l'objectif principal des socialistes est de maintenir le niveau des revenus agricoles pendant cette période d'adaptation. M. Bernard Tarrot, délégué socialiste pour l'agriculture, était cet après-midi aux côtés de M. Mitterrand. La santé du futur président de la République. Madame Huguette Bouchardot, candidate du PSU, a adressé aux syndicats et aux partis de gauche aujourd'hui une proposition de contrat présidentiel reposant sur des objectifs prioritaires comme la réduction du temps de travail et la révision de la Constitution de la Ve République. Monsieur Giscard d'Estaing est élu aujourd'hui successivement à Reims, Troyes et Provins, où l'a suivi notre envoyée spéciale Patricia Charneux. Une journée de meeting, donc, où Valéry Giscard d'Estaing aura tout d'abord rencontré des gaullistes, avec cet après-midi à Provins, Alain Peyrefitte, et puis ce soir à Troyes, Robert Gallet. Avec donc au centre des interventions le problème de l'unité de la majorité, et en ce moment à Reims, comme à Montreuil et à Amiens, au début de la semaine, un meeting dans une ville à municipalité de gauche où les communistes sont majoritaires. À Provins, Alain Peyrefitte a dénoncé l'imposture de François Mitterrand, se réclamant du général de Gaulle, et Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que la plaie historique de la France, c'était la division. Parlant ensuite des candidats, les 10, il a expliqué que 9 critiquaient Valéry Giscard d'Estaing et qu'un seul défendait les Français. Puis il a rendu hommage aux soldats qui assurent la sécurité pour la France. Et enfin, il a dit qu'il voulait apporter l'espoir aux Français, des thèmes qu'il a développés dans ce chapiteau où 2500 personnes sont réunies. Dans cette campagne, je suis le seul à défendre les Français, le seul aussi à vouloir leur apporter l'espoir. Ici, je vais vous parler de l'espoir. Partout où je me rends, on me demande où en est la France dans la compétition internationale. Et on me demande aussi où en est notre région par rapport au reste de la France. Où en est la France dans la compétition internationale? Est-elle vraiment ce pays incapable, ce pays à l'abandon, ce pays gouverné par des ignorants ou par des impulsifs, tel qu'on cherche à vous le décrire? La France est le seul des grands pays industrialisés, le seul. Faites-le vérifier par les journaux, par toutes les vérifications possibles, qui ait amélioré le pouvoir d'achat et qui ait maintenu une croissance positive dans toutes les années de la crise. Elle est le seul pays au monde, et tous les chefs d'État que je rencontre le savent parfaitement, et d'ailleurs me charge de vous en féliciter. Elle est le seul pays au monde qui soit en train de se donner les moyens de l'indépendance énergétique en l'absence de ressources naturelles que nous n'avons pas. Monsieur Barre, il faut le remarquer, sera le 23 avril aux côtés de Monsieur Giscard d'Estaing à l'occasion du meeting que celui-ci doit tenir à Lyon. Monsieur Crépeau, lui, était aujourd'hui à Strasbourg pour parler de l'Europe. Le lieu était particulièrement bien choisi. Partisan d'un déplafonnement, notamment du budget de la communauté, parce qu'on peut financer la politique agricole commune et encore, mais on ne pourra sûrement pas financer ce que je demande dans le domaine de l'informatique en particulier. Je n'accepte pas comme Français que 65% de l'informatique, c'est le langage de l'avenir, soit un langage américain alors que nous sommes les Européens. Monsieur Chirac souhaite être davantage informé sur l'emprunt franco-allemand. Monsieur Mitterrand cherche à comprendre comment Monsieur Giscard d'Estaing résout miraculeusement pendant 3 semaines avant les élections tout ce qu'il a raté pendant 7 ans et n'est pas d'accord pour accroître l'endettement extérieur de la France.
Le ministre de l'économie, M. Monory, estime lui au contraire que la France a aujourd'hui davantage de créances à l'étranger que de dettes. Enfin, le dernier à prendre position, M. Georges Marchais, qui est catégoriquement contre cet emprunt franco-allemand. Il affirme que c'est une atteinte à notre indépendance nationale. Les patrons français ont de l'argent, qu'ils investissent en France. Monsieur Marchais. Cet emprunt a pour objectif véritable de développer les restructurations capitalistes. Il veut donc dire encore davantage de casse, encore davantage de démantèlement, encore davantage de chômage. Deuxième raison, évidemment, qui s'emprunte s'endette. Et il faudra payer les intérêts. Cela, les gens le savent. La facture sera donc lourde. Lourde pour les contribuables et elle constitue, en conséquence, une lourde hypothèque pour les travailleurs et pour la France. J'ajouterai ceci, c'est que Schmitt, à la rescousse de Giscard d'Estaing, cet aigle à deux têtes, quel symbole! Décidément, giscardienne ou socialiste, c'est bien la même politique de soutien aux capitalistes. Monsieur Giscard d'Estaing, lui, a reçu ce matin Monsieur Bernasconi pour l'informer des modalités de cet emprunt franco-allemand dont on vient de parler, emprunt de 30 milliards. Monsieur Bernasconi est le président des PME, petites et moyennes entreprises, et surtout le responsable de la banque de crédit d'équipement de ces petites et moyennes entreprises. Il est certain que le président m'a indiqué que cet argent serait à taux bonifié. J'ai dit dès le départ qu'il était souhaitable que la bonification soit un peu plus élevée que celle de l'enveloppe que nous avions perçue en début d'année, afin que les chefs d'entreprise soient vraiment encouragés à se moderniser, à investir et surtout essayer d'accroître l'emploi. Je pense que les conditions dans lesquelles cet emprunt est contracté m'apparaissent très bonnes. Et je crois qu'au niveau des entreprises, ça leur permettra de ne pas prendre de retard sur leur équipement pour qu'au moment où la reprise de l'économie apparaîtra, qu'ils ne soient pas distancés par des concurrents étrangers. La CGT demande la nationalisation du groupe Matra Hachette à l'exception des journaux. Le syndicat estime que ce groupe doit être nationalisé car il a des positions pratiquement de monopole dans les secteurs de l'électronique, de l'armement, de l'informatique et des industries aéronautiques et spatiales. Résultat du troisième pacte national pour l'emploi, 476 000 jeunes en ont bénéficié entre juillet 80 et mars 81. Parmi eux, 140 000 ont effectué un stage dans une entreprise. Automobile, les constructeurs publient leurs chiffres pour le mois de mars. Ça va moins mal, moins 4,2% d'immatriculation par rapport à mars 1980. Une décélération de la baisse de production en quelque sorte. Toutefois, les constructeurs français voient leurs ventes chuter et les marques étrangères voient au contraire leurs ventes augmenter. Plus 31,6%, toujours pour le mois de mars 81 par rapport au même mois de l'année dernière. Une petite fille de 2 ans et demi disparue depuis 4 jours à Paris. Sylvie jouait dans la cour d'un immeuble, les parents n'en ont aucune nouvelle. La police, aucun indice. Toutefois, les enquêteurs pensent plutôt à un rapt sentimental commis par une femme en manque d'affection car les parents de la petite fille n'ont les moyens d'offrir aucune rançon. Sport, après le match nul d'hier soir, 1-1 à Sochaux contre les Hollandais d'Alkmaar, les chances françaises sont compromises pour la finale. D'autant que le capitaine Djadaoui, capitaine sochalien, victime d'une rupture du tendon d'Achille, va être opéré demain et sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. En tête du championnat de France de première division, ça ne va pas très bien non plus pour les deux premiers, Saint-Étienne et Nantes, battus avant-hier tous les deux sur leur terrain. C'est à Nantes que la crise est la plus sérieuse. Une enquête d'Olivier. Plus que quelques secondes avant le coup d'envoi, cette partie contre Auxerre, les Nantais y tiennent. Elle est primordiale et doit servir à exorciser la sévère défaite infligée en Coupe de France quelques jours plus tôt par Bordeaux. Une déroute qui a engendré une mini-crise à l'intérieur du club, entraînant l'éviction du gardien Bertrand Demanne, remplacé par Dominique Leclerc. Mais deuxième surprise, Nantes est battu ici sur son terrain, ce qui n'était pas arrivé en championnat depuis le 15 mai 1976, un record
presque 5 ans. Je pense que notre groupe, qui vit maintenant depuis 5 ans en tête du championnat, ou premier ou second, au niveau de toutes les coupes européennes, fatigue un tout petit peu, et c'est à l'entraîneur aujourd'hui, qui pour le moment est toujours seul, de trouver les solutions justement à cette usure. Avec 13 buts encaissés en 4 matchs, Jean-Paul Bertrand de Man est la principale victime de l'affaire nantaise. Il n'est pas le seul responsable, et l'on sait que pour un gardien, la sérénité est aussi importante que la forme physique. Quand j'ai des critiques à faire à mes joueurs, je les fais collectivement, individuellement. C'est quelque chose qui doit se passer entre nous. On forme un groupe, on essaye avec le groupe de gagner les matchs et c'est tout. Pratiquement exclu de la Coupe, les malheurs de Nantes ne doivent toutefois pas faire oublier sa première place aux côtés de Saint-Étienne en championnat. Voilà les résultats du quartet qui s'est couru aujourd'hui. Pour gagner, il fallait jouer le 6, le 11, le 17 et le 21. Vous voyez les chiffres s'inscrire sur votre écran. Et vous gagnez 337 956 francs dans l'ordre et 28 163 francs, toujours pour 5 francs, dans un ordre différent. Le 6, le 11, 17, 5, le 15 non partant, 14 081 francs 50 pour 5 francs. Voilà maintenant la météo d'aujourd'hui avec Alain Broumed. Non, Laurent Broumed, c'est pas grave. C'est un temps de printemps, un temps doux, brumeux dans le nord, mais ensoleillé et orageux tout de même dans le sud. Mais le printemps tout de même. Les températures relevées à 13h par la météorologie nationale, vous allez voir, elles sont élevées pour la saison avec de 17 degrés dans le nord à 20-25 degrés dans le sud. Et il faisait encore un peu plus chaud vers 16h. Notre carte technique maintenant, que je pense que nous allons voir pour voir comment ça va évoluer dans les prochaines heures. Eh bien, sur cette carte, on découvre un anticyclone. Il est là-bas, c'est lui qui donne de la brume et du brouillard dans le nord. Et au contraire, vous voyez des lignes de nuages orageux dans le sud, sur les Pyrénées, puis progressivement qui remonteront vers l'Aquitaine et d'autre part jusqu'au golfe du Lion, plus à l'est. Alors, je replie cette carte, on va voir comment tout cela se traduit sur notre diapositive. Vous voyez que sur tout le nord du pays, beaucoup de soleil. Attention tout de même, il y aura de la brume le matin au lever du jour de la Manche orientale au nord-est, et même localement du brouillard et donc des risques d'accidents comme ce matin. Ensuite, du soleil avec des nuages tout de même orageux, des cumulus et des cumulonimbus. Et puis un peu plus de nuages dans l'extrême sud-ouest, d'abord sur les Pyrénées, remontant ensuite sur le Bordelais, le sud du Massif central, également le golfe du Lion, avec des vents qui forceront un tout petit peu. Maintenant, les températures, région par région, en commençant, si tout va bien, par le nord, Lille, Reims et Paris, vous voyez, 18-20 degrés l'après-midi. Ensuite, je pense dans l'ouest, Brest, Nantes et Bordeaux, avec les mêmes types de températures un peu supérieures à la normale saisonnière. L'est maintenant avec 20 et 21 degrés l'après-midi et température douce le matin. Le centre, même type de température. Ensuite, voilà, le sud-ouest avec Biarritz, 23 degrés, ça monte, et le sud-est, encore quelques degrés de plus. Pour vous dire que enfin, eh bien, l'agenda, ça sera demain la Saint-Fulbert, si je ne me trompe, et le lever du jour, le lever à Paris du soleil, parce que dans certaines régions, il y a des décalages jusqu'à 10, 20 ou 30 minutes, on le donne l'heure officielle de lever et de coucher du soleil. Et demain, à cette même place, pour le temps des week-ends, Alain Gillot-Pétré. Je vous promets, je ne me tromperai pas. Et je crois bien que le présentateur du dernier journal, ce sera Gérard Roche. Ça, je ne crois pas que je me trompe de prénom. Demain, antenne de midi consacrée au sondage, on en a parlé tout au long de ce journal, la polémique qui se développe autour. Antenne de midi avec les principaux directeurs d'organismes de sondage. Vous saurez tout sur la façon dont se réalisent ces fameux sondages dont on parle tant en ce moment. Et on finit avec des images plutôt fraîches de canoë-kayak. C'est l'entraînement de l'équipe de France, quelque part dans l'Hérault. Et c'est sur ces images que nous quittons. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir, à demain.